aux personnes de se connaître encore un peu. Du coup, bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire sur le thème des sessions acquisition d'entreprise, les clés du rebond. Organisé par l'association Les Rebondisseurs Français, donc que certains connaissent. Aujourd'hui, nous avons avec nous Olivier Kerr, qui est le PDG de Espace, et Marie-Laure Blasquez, qui est la cofondatrice de Storybee. Je vous laisse vous présenter. Honneur aux dames. Marie-Laure Vasquez, moi je dirige le cabinet Storybee qui est spécialisé dans l'accompagnement à la cession des entrepreneurs qui sont dans le digital. Donc ici, nous on va parler de e-commerce, de médias digitaux et de logiciels. Et on est spécialisé dans les opérations qu'on va appeler small cap. Et donc Olivier Kerr, alors je dirige un centre d'affaires, on fait de la location de bureaux, salles de réunion. C'est une activité que j'ai reprise il y a 7 ans, presque jour pour jour. Et 2 ans après avoir repris cette activité, j'ai cédé une autre activité. Et c'est à ce titre-là qu'Anne m'a proposé de venir raconter un peu comment ça s'était passé, ce qu'on avait mis en place et les difficultés qu'on avait rencontrées. Merci à tous les deux pour votre présence aujourd'hui et pour les partages à venir qui vont être riches, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Je vous propose de commencer. Comme ça, les personnes pourront se connecter pour les retardataires et prendre en cours. Il y aura le replay pour information pour les adhérents de l'association dans la partie podcast et replay du site lesrebondisseurfrançais.fr. Aujourd'hui, au niveau de la cession, de l'acquisition d'une entreprise, il y a pas mal de choses à préparer, à anticiper. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être côté cédant, côté acquéreur? Olivier, tu as peut-être un retour d'expérience à faire de ces deux points de vue-là, au Je- niveau je- de la préparation? oui, alors je vais peut-être en commencer par enfoncer une porte ouverte, hein. Mais le cédant va toujours expliquer qu'il a la plus belle entreprise du monde, qu'elle est fiable, que 100% de son activité est sûre et pérenne, et donc qu'elle vaut très cher, ou en tout cas une certaine somme. Et le repreneur va toujours essayer d'expliquer qu'il y a des défauts et que c'est beaucoup trop cher par rapport à ce que ça vaut. Et que tout l'enjeu de la cession et de la reprise, c'est comment on se met d'accord sur ces sujets-là et comment on analyse la valeur de l'entreprise sous l'angle financier, mais pas que, et puis quelle garantie et comment chacun se protège dans ce processus-là. Et le processus de se protéger, j'utilise ce terme-là parce que moi j'ai eu le sentiment de faire le même exercice en tant que repreneur. Je voulais me protéger, être sûr que tout était carré, que juridiquement c'était bordé, que j'avais des clients. Et en tant que cédant, je voulais me protéger et être sûr que ce serait vendu et que on ne viendrait pas me chercher des responsabilités après. Donc je trouve qu'il y a la similitude avec des enjeux qui sont très différents, en tout cas de l'expérience que j'en ai. Je ne sais pas comment Merci. Marie-Laure voit les choses. Euh, oui, alors du coup, pardon, au niveau de l'anticipation, dans ces deux cas, qu'est-ce qui a été est-ce que vous avez dû anticiper justement ou pas forcément? Alors, le projet de reprise, moi, il est né un peu par hasard, en fait, hein. Je n'avais pas le projet de reprendre l'entreprise, j'ai saisi une opportunité. D'accord. Donc, l'anticipation, elle est arrivée après. Ok. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, tiens, je vendrais bien ça, j'ai ça à vendre, je pars en retraite, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver quelqu'un qui pourrait vendre pour moi? Ça aurait pu être Storybee, mais c'était pas dans le digital. Et la personne que je lui ai conseillé m'a dit, regarde, ça vaut le coup, c'est intéressant. Et donc le processus, si on parle d'anticipation, on a dû commencer à discuter vraiment en février-mars et la vente s'est faite en juillet, donc on a eu un processus plutôt assez court sur cette D'accord. partie-là. Ok. Euh, C'est Oui, ça a c'est été un très bon temps. rapide. par contre, en tant que cédant, on a eu un processus qui a duré plus de 18 mois. Et D'accord. avant, parce que pour moi, un des points qui n'est pas donné à tout le monde, mais si certains du coup sont ici et souhaitent céder, le mieux du coup pour préparer la session, c'est de s'y prendre vraiment, vraiment en avance, c'est-à-dire plusieurs années en avance. Fiscalement, c'est même plus de 3 ans en avance, idéalement pour certains montages au niveau de la holding. Et en fait, plus on s'y prend tôt, plus on pourra comprendre les différents enjeux
Du coup, Olivier parlait de la valorisation et la perception qu'a un cédant de la valorisation de son entreprise n'est pas du tout la même que ce qu'en fait le marché. Et c'est hyper important à avoir en tête en fait pour préparer à la cession. Et donc, et en plus, c'est pas payant en général quand vous contactez des intermédiaires. Il y a peut-être la valorisation au niveau de votre expert comptable, mais il y a peu de frais quand même pour avoir en fait une vue de marché. Donc, franchement, ne vous gênez pas. Allez-y, essayez d'anticiper et d'avoir des informations pour comprendre ce qui va faire la valeur, quels sont les points de blocage potentiels. Moi, j'ai un cédant qui me disait il y a très peu de temps que euh, il n'aurait jamais constitué, fait les choses de la même manière au niveau de son stock, par exemple. Euh, et en fait, voilà, il y a plein de choses quand on est confronté, une fois qu'on est confronté à une session, il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément réalisées, qu'on on voit que la perception est complètement différente quand on est du coup confronté à un repreneur notamment. Et tout ça, ça peut s'anticiper et vous pouvez au moins avoir des premiers retours avant. Et je pense que c'est important du coup, si vous avez encore une fois l'option et le luxe de l'anticiper, de s'y prendre même 2, 3 ans avant et de commencer cette réflexion le plus en amont possible. Merci. Du coup, vous parliez de stock au niveau de vos retours clients. Vous avez peut-être plus de détails sur ce point. Enfin, Non, c'est un parmi tant d'autres en fait. C'est juste que il y a certaines méthodologies en fait de valorisation qui sont très centrées sur la rentabilité, notamment. Ou pour les fonds de commerce peut-être le chiffre d'affaires, mais c'est souvent quand même plus la rentabilité. Et donc il y a beaucoup de choses même au niveau opérationnel en fait qui sont mises en valeur par les dirigeants qui n'ont pas forcément perçu au niveau des repreneurs, parce qu'en fait un repreneur va aller regarder à combien se vend tel ou tel type d'entreprise. On a des multiples, il y a des normes en fait sur la cession et du coup ces paramètres, ces KPI un peu propres à chaque entreprise, qui sont plus de l'opérationnel, sont pas forcément toujours pris en compte. Je sais pas si d'accord. c'est du coup un retour que vous aviez aussi, vous, Olivier, de votre côté. Bah, Justement, Olivier, quand on préparait, tu avais évoqué le point, enfin, le côté important de descendre dans l'opérationnel. Donc peut-être tu peux nous en dire plus. oui, alors j'ai surtout évoqué le fait que c'était une forme d'autocritique, que nous n'étions pas descendus assez dans l'opérationnel, dans l'analyse de l'activité. C'est-à-dire que on a fait le choix d'être accompagné par un expert comptable, que ce soit pour la cession ou la reprise, mais voilà, d'être accompagné. Et je dirais, le côté financier était bordé. Je crois qu'on maîtrisait tous les KPI financiers de l'entreprise, tous les ratios. Ils ont bien été étudiés, réétudiés, verrouillés. Et puis, bah, globalement, il y a des sujets de détail extrêmement opérationnels qu'on n'est pas du tout allé voir au prétexte que c'était opérationnel et que c'était un détail. Et puis, la vente s'est faite, bien, et très vite, tu tombes dans l'opérationnel. Et tu te rends compte qu'il y a des détails absolument opérationnels. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, il y avait des contrats qui prévoyaient une indexation du prix sur un certain nombre d'indicateurs de l'INSEE qui n'avaient pas été appliqués depuis 6 ans. C'est vrai qu'il n'y avait aucun contrat qui avait subi une augmentation. Donc toi, tu fais ton prévisionnel basé sur une augmentation, mais tu n'es pas allé voir comment était organisé d'un point de vue opérationnel l'augmentation ou l'absence d'augmentation. Il y avait des choses, je prends cet exemple-là, la domiciliation d'entreprise, c'est une profession réglementée avec un agrément. J'ai découvert 3 ans après la reprise que la société n'était pas du tout conforme en termes d'agrément sur les obligations. J'ai découvert ce qu'étaient les obligations d'une société de domiciliation en matière de réglementation, lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, financement du terrorisme, au détour d'un contrôle. Quand j'ai un contrôleur de la DGCRF qui m'a appelé un 30 juillet pour me dire je suis là dans 15 jours pour contrôler votre process de gestion. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un process de gestion au détour du contrôle. Donc, on a écrit toutes les procédures en 15 jours et ça s'est bien passé. Mais c'est pour dire que, honnêtement, peut-être par manque d'humilité dans la reprise, on n'est pas allé assez dans l'opérationnel et du coup, on a découvert des choses comme ça, bien après, qui auraient pu nous mettre en danger et mettre en danger l'ensemble de la reprise. Je dis nous parce que j'avais un associé à l'époque. D'accord. Et quand on avait échangé, tu avais également évoqué le côté humain qui était très important en plus. Donc peut-être que tu peux en parler également. Oui, bah, c'est-à-dire que le côté humain, on est dans la préparation et il y a un côté qui pour moi avait été assez compliqué en tant que cédant, je vais parler en tant que cédant, c'est que tu es dans un processus de vente et tu commences à rentrer à négocier avec une équipe qui est proche de toi, que tu connais.
à qui globalement, tu peux pas trop dire ce qui est en train de se jouer, tu peux même pas trop dire que la vente est en train de se jouer parce que tu as tout intérêt à pas faire peur aux gens et en même temps, tu n'as pas suffisamment de choses concrètes. Donc, en tout cas, pour moi, c'était assez inconfortable dans la loyauté vis-à-vis de l'équipe. Et pour autant, c'est extrêmement important. Et en tant que repreneur, bah, tu te rends vite compte que, surtout quand tu n'es pas allé dans l'opérationnel en partant du principe que l'équipe était autonome, tu as intérêt assez vite à embarquer l'équipe avec toi, sinon tu te retrouves tout seul. Tu perds l'équipe. Et donc, l'équipe qui te voit arriver, elle t'a pas choisi. Elle t'a pas choisi et voilà. Et du jour au lendemain, on leur annonce presque du jour au lendemain, bah voilà, il y a un nouveau dirigeant dans l'entreprise. Ça faisait 10 ans qu'elle travaillait avec le dirigeant en place, voilà. Et de l'autre côté, moi, l'équipe, elle n'avait pas choisi non plus d'être vendue entre guillemets. Donc cet aspect humain dans la préparation de la session, à mon avis, il est primordial euh, parce que je pense que c'est une des causes de réussite ou d'échec. Enfin, je ne sais pas si Marie-Laure a. C'est très délicat parce que dans les différentes étapes de la session, même quand on commence à être un peu engagé après une LOI, rencontrer l'équipe, ça reste très critique. Donc on n'a pas accès à l'équipe avant d'être à un niveau déjà très avancé. Donc c'est vraiment hyper délicat comme sujet. Autant la revue de différents contrats va survenir au niveau des audits, mais c'est vrai que la rencontre de l'équipe, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Merci à tous les deux. Justement, est-ce que c'est peut-être au moment de la négociation, de la finalisation de la transaction que peuvent se faire cette rencontre avec l'équipe ou Alors déjà, à savoir, il n'y a pas un processus qui va ressembler à l'autre en termes de session. Ça peut être hyper différent. Il n'y a pas de règle. Moi, souvent, on me dit, mais comment ça se passe? Comment on va, la valorisation, comment ça va s'écrire, en fait? Comment ça va se calculer? L'accompagnement, comment ça se rémunère? Alors, il faut vraiment savoir que tout est négocié. C'est du cas par cas systématiquement. Donc, je vous donne les grandes lignes, mais franchement, ça peut vraiment varier. Mais en théorie, vous avez pris connaissance d'un dossier. Si vous avez commencé à discuter, vous n'avez pas toutes les pièces, vous voulez montrer un intérêt en tant que repreneur. Donc vous allez écrire une lettre d'engagement, une letter of interest, une LOI. La LOI, elle peut être plus ou moins engageante, elle peut demander plus ou moins elle peut avoir plus ou moins d'influence sur le cédant, c'est-à-dire qu'elle peut demander de l'exclusivité, mais c'est pas forcément toujours le cas non plus. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, on entre dans des discussions, donc on va essayer de poser le cadre et de voir si ça vaut le coup qu'on échange ou pas. À partir de là, on peut commencer à aller plus dans le détail et commencer une certaine phase d'audit. Mais là aussi, ça dépend le niveau de confidentialité, de sensibilité de certaines informations. Parce que sur certains dossiers, il y a des données qu'on ne va pas pouvoir partager avant d'aller à la signature du protocole, où on va signer le protocole qui aura des conditions suspensives. Et dans les conditions suspensives, il y aura l'audit, il y aura l'accès à certaines données qui font que le repreneur pourra se retirer si jamais ça ne correspond pas à tel ou tel prérequis. Donc là, ça peut même arriver plus tard. Et donc, si les conditions suspensives sont levées, ensuite, il y a la signature qui se fait dans les conditions suspensives les plus classiques. Il y a l'audit et il y a le financement, évidemment. d'accord. Ça, sont un peu les grandes étapes. Mais du coup, les questions et l'équipe arrivent plutôt après, enfin, les questions, l'audit vraiment précis et la rencontre de l'équipe, ça arrive en fait déjà dans un stade assez avancé, en fait. D'accord. Et donc en fait, j'ai une entreprise. Demain, quelqu'un vient, me fait une offre. Je pars avec lui. Ça va durer 3 ans, la négociation. Et si jamais ça capote, enfin en fait, comment sécuriser un peu tout ce processus? Comment le rentabiliser aussi? Enfin, est-ce que vous avez des conseils peut-être? Parce qu'on Alors, a, oui. euh, déjà, quelqu'un vient à vous. Une des premières choses, je pense, à faire, donc c'est soit vous voulez être accompagné, donc cherchez à être accompagné si vous voulez être accompagné, mais ça va être aussi d'interroger la personne qui arrive, parce que souvent on se dit, on est cédant, les repreneurs ont le droit de nous interroger, c'est normal, parce que c'est pour reprendre, et on pose peu de questions aux repreneurs en face. J'ai eu le cas d'un entrepreneur qui me racontait il y a 2 semaines qu'il avait une offre de reprise
attrayante. Donc, il avait signé la LOI, ils avaient commencé un audit, ça a pris énormément de temps et finalement, ça s'est jamais fait parce qu'en face, ils avaient dit qu'ils avaient tel ou tel fonds pour acheter qu'ils n'avaient pas du tout. Il a perdu un temps fou, hyper déçu évidemment. Et en fait, la LOI était fausse. En fait, finalement, l'apport n'était pas là. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se disent, ben, en fait, c'est nous qui allons être examinés en tant que cédants, et pas, enfin, la société et pas forcément en face le repreneur. Donc les questions, c'est aussi dans les deux sens. Il faut vraiment penser à ça et interroger la partie qui arrive, surtout quand c'est quelqu'un qui arrive comme ça en disant je veux vous racheter. Il faut vraiment bien se renseigner, faire attention à la confidentialité, surtout si c'est un concurrent. Donc, faire vraiment attention à ces notions, parce que l'accord de confidentialité que vous pouvez signer, il a vraiment des limites. Et donc voilà, faire vraiment attention à qui vous avez en face et aux notions de confidentialité. D'accord. Et du coup, en tant que cédant, entre guillemets, on peut courir plusieurs lèvres à la fois ou comment on peut avoir un, deux, 20 repreneurs potentiels ou qu'est-ce que vous préconisez en fait? Alors, c'est conseillé hein, de ne pas avoir qu'un contact. Euh, Néanmoins, on parlait de la lettre d'intérêt tout à l'heure, enfin de la LOI. Il peut y avoir des obligations d'exclusivité. Donc, à partir d'un moment, vous allez être obligé dans le process d'arrêter de négocier avec d'autres prospects. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'y prendre tôt, d'avoir plusieurs prospects et d'essayer d'avancer avec l'un en indiquant aux autres. Pour l'instant, on est sous exclusivité, on viendra vers vous si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment s'y prendre dès le début parce qu'il y aura cette notion d'exclusivité qui va arriver à un moment et à laquelle on n'échappe pas à un moment donné. Ok. Olivier, peut-être que côté expérience, côté terrain vécu, est-ce que tu as des choses à nous partager, peut-être par rapport enfin, je sais pas, des conseils au niveau de la lettre d'intention, ce qui doit être marqué, pas marqué, des Non, choses alors, importantes à voir. pour être tout à fait honnête, j'ai pas de conseils sur le sujet parce que j'ai choisi moi de me faire accompagner par un avocat sur toute cette partie-là parce que c'est une partie qui, j'allais dire, j'ai pas les compétences et alors en plus ça ne m'intéresse pas. Et heureusement, je fais appel à quelqu'un pour défendre mes intérêts quand c'est comme ça, parce que en fait, c'est aussi une histoire de rencontre, la session, à un moment donné, et que si, en tout cas dans ma situation, moi j'ai pas quelqu'un pour m'accompagner et lever le doigt et dire attention, tout va bien, ça se passe bien, mais là il y a un risque, je pourrais passer au travers. Donc je serais bien mal placé pour donner des conseils sur ce sujet-là. Hormis d'être accompagné, alors après, peu importe qui accompagne, mais d'être accompagné, parce qu'il y a forcément des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. Nous, on était dans ce cas-là quand on était cédant, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à un moment donné avec deux prospects qui étaient au même stade d'avancement et les deux, on allait arriver à la négociation exclusive dans le même timing. Et là, il faut faire un choix. Avec qui je décide de rentrer en négo exclusive en sachant que on savait, alors nous, des activités de service, donc c'est un peu particulier, il n'y a pas d'outils de production, il n'y a pas de. C'est pour ça que je parlais de l'importance de l'équipe tout à l'heure, mais en sachant qu'on risquait de frustrer le deuxième et que du coup, c'était un no deal définitif. Bon, définitif jusqu'à ce qu'on revienne autour de la table, toujours pareil, il y a une part de théâtre dans ces trucs-là. Mais donc, avec qui je prenais le risque de ne pas, de ne pas, que ça n'aboutisse pas. Et donc, ça a été une réflexion. Et là, on est allé chercher des garanties avant de rentrer en négociation exclusive, de dire, quand je dis des garanties, elles valent ce qu'elles valent, hein, mais c'est quoi votre projet? Puisque nous, on voulait être clair, on était clair sur le projet, ce qu'on voulait. Quelle garantie, quel délai, comment vous voyez les choses? Et on a choisi celui qui avait des propositions les plus claires et les moins floues. Il y avait un des prospects qui était beaucoup dans l'incantation du oui, ben on verra, ça pourrait être ça, avec beaucoup de conditionnels. Et on a dit, bah, l'autre est beaucoup plus affirmé, on s'est rencontrés et on en a choisi un, mais avec aucune certitude. Enfin, je veux dire, on limite le risque en rencontrant, mais en fait, en vrai, on ménage la chèvre et le chou pour essayer de garder toutes les options ouvertes le plus longtemps possible, quoi. Voilà. C'est délicat. On parlait, enfin, vous évoquez le risque qu'il y a. J'entendais un avocat dire, alors je ne sais pas du tout d'où tirer ces chiffres, mais que, et je ne veux pas vous faire peur du tout, mais il disait que il y avait à peu près 50%, voire plus, de litiges sur les sessions.
Donc c'est un pourcentage quand même assez énorme. Nous, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on a comme statistique, ce n'est pas le cas. Donc peut-être qu'il est peut-être sur des, pas que du small cap, mais peut-être des deals un peu plus gros, je ne sais pas. Mais faut avoir en tête que ça arrive en fait, les problèmes. C'est pas si exceptionnel que ça arrive vraiment. Donc il faut vraiment que ce soit hyper carré. Donc l'accompagnement juridique, c'est un prérequis absolu, je pense. Euh, Parce qu'il y a vraiment des risques en fait. C'est pas que chez le voisin. Nous, notre garantie, enfin c'était classique, la garantie d'actifs et de passifs, elle a été engagée 2 ans et demi après la vente sur D'accord. un litige client du temps où on était aux affaires, dont nous n'avions jamais eu connaissance. Et ce qui nous a protégé de ce litige client, c'est les clauses d'engagement de la garantie d'actifs et de passifs qui avaient été bien rédigées et acceptées par les deux parties, qui faisaient que là, rien n'était respecté. Et donc le litige n'a pas pu, heureusement, nous a pas été imputé dans sa légion, mais c'est de dire oui, en effet, si on n'était pas passé par quelque chose de très carré, on avait un litige à coup sûr. D'ailleurs, il y a eu un litige qui s'est réglé quand on s'est défendu en mettant en avant les garanties de la clause. La clause, la garantie d'actifs passifs, c'est une garantie, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui est donnée au repreneur en disant, bah, vous rachetez, mais si on découvre a posteriori que il y a des actifs qui surviennent, des passifs surtout, hein, qui vont survenir et dont on n'avait pas connaissance avant, on peut se retourner contre le cédant en disant, bah, il y avait telle ou telle dette qui n'était pas au bilan, dont on n'avait pas connaissance, telle problématique qui était survenue avant la cession et c'est pas à nous de la régler, un contrôle fiscal ou que sais-je. Et donc c'est le cédant qui doit prendre surtout à sa charge le problème. Et donc tout ça, c'est, je pense, la partie la plus regardée dans les contrats de cession. Quel est le montant, quelles sont les garanties, est-ce qu'il y a une garantie bancaire ou pas qui vient en plus sécuriser ça. Enfin bref, et c'est une des parties les plus délicates des contrats de cession. Ça, c'est pour les cessions de titres au passage, pas les cessions de fonds de commerce. D'accord, mais d'où l'importance vraiment d'être accompagné bah, par un expert du sujet, par un avocat, par éventuellement un expert comptable, enfin voilà, d'être bien entouré pour acquérir ou céder une entreprise. Et du coup, là, on a acheté l'entreprise ou cédé l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe après, en fait? Comment on peut assurer la transition et en fait rebondir en tant qu'entrepreneur, qu'on soit d'un côté ou de l'autre? Qu'est-ce qui se passe une fois la transaction actée? Est-ce que est-ce que c'est bon, J plus 1, je donne mes clés, je m'en vais? En fait, est-ce que vous avez des partages d'expérience, du concret pour ceux Alors, qui ont jamais eu affaire à une acquisition-cession? je me permets de répondre, enfin de Oui. commencer moi vraiment avec la partie post-session parce que la partie rebond, je la vois forcément moins. Mais vraiment post-session, nous le sujet qu'on voit et qui est qui est très délicat et qu'il faut anticiper, c'est la passation et le temps de cohabitation entre le dirigeant et le futur dirigeant ou la société qui reprend. Il y a plein de choses possibles. Là aussi, quand on demande, ben, en fait, c'est quoi la norme? Combien de temps reste? Ça dépend énormément de choses, il y a de tout. Ça dépend s'il y a un complément de prix potentiellement lié au fait que le dirigeant reste. Ça peut vraiment aller de quelques semaines à 3 à 5 ans. Donc tout ça, ça va être du cas par cas là aussi. Euh, on entend beaucoup de cédants dire que c'est très compliqué et donc nous, on a tendance à être hyper frileux pour les longues durées. On va plutôt conseiller des durées courtes et surtout essayer de... Alors, faut que la passation se fasse, hein. Quand je dis court, faut avoir le temps quand même d'expliquer que ça se passe bien, hein. Faut pas presser les choses. Donc, avoir vraiment une temps de passation où il y a une cohabitation. Et après, nous, c'est vrai qu'on a tendance à plutôt préconiser des heures de conseil, de présence, mais pas forcément être tout le temps sur place avec l'ancien dirigeant parce que ça peut être franchement hyper compliqué pour le repreneur de vouloir faire des changements et de voir une autre personne qui peut être potentiellement réticente ou pour le cédant de voir qu'en fait les choses sont complètement différentes maintenant. On n'a pas l'habitude de pas manager sa propre entreprise, donc c'est assez délicat. Ou pour les salariés également, qui ça peut être confusant aussi d'avoir les deux personnes en même temps et peut-être des ordres contradictoires ou du coup, Tout à est-ce que fait. toi tu as des partages d'expérience, Olivier? Euh, alors sur l'entreprise que j'ai reprise, ça s'est fait assez vite. Puisque alors, c'est une petite structure, il y avait 2 salariés et qu'on avait un dirigeant qui, en fait, ce qu'on a négocié dans la transaction,
c'est qu'il y avait 6 mois d'accompagnement et l'accompagnement était dans une logique de à la demande. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le dirigeant qui était présent le lundi matin de 9h à 12h et la règle, c'est moi qui allais le solliciter et il n'y avait pas de facturation en plus. Ça faisait partie de l'accompagnement à la session. Le cédant avait envie d'être encore présent et de beaucoup transmettre. Et en fait, comment j'ai reçu, moi, le transmettre, il y avait un côté de beaucoup envie de justifier pourquoi les choses sont comme elles sont. Et parfois, dans la discussion, c'était oui, mais il y a 10 ans, non, mais c'est OK qu'on ait fait comme ça il y a 10 ans, mais j'ai pas racheté pour piloter une entreprise en regardant dans le rétro, quoi. Donc, assez vite, je l'ai moins sollicité parce que j'avais besoin d'avancer sur des sujets très opérationnels. Je prends cet exemple-là parce qu'on en a parlé dans la préparation, mais dans l'entreprise, l'entreprise avait un mode de facturation un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il faisait 250 factures par mois et une facture égale un fichier Excel fait à la main où les données étaient recopiées dans un deuxième fichier Excel pour faire de la compilation et du suivi des règlements dans un chrono qui elle-même était ressaisie dans le logiciel de compta. J'ai pas observé pendant 6 mois en interrogeant le dirigeant pour décider d'aller vers un logiciel métier et de simplifier le processus. Parce que je l'avais identifié bien en amont et d'ailleurs j'en avais discuté avec lui. Pour autant, quand j'ai commencé à vouloir mettre en place ce logiciel et que je l'ai interrogé sur des procédures et des éléments, il passait son temps à m'expliquer pourquoi ces fichiers Excel c'était super. Donc à un moment, voilà, j'avais pas besoin qu'on m'explique pourquoi c'était bien, c'était pas dans le sens de ce que je voulais aller. Et en plus, j'étais en train d'emmener l'équipe avec moi. Par contre, on a choisi d'y aller brique par brique. Donc dans le cas présent, là, l'accompagnement il a été assez court. Pour autant, on est encore en lien, il passe de temps en temps, il demande des nouvelles, mais j'étais vigilant à ce qu'on ne lui donne pas trop d'informations non plus, parce que c'est des gens qui ont du réseau, qui parlent autour, voilà. Donc il y avait aussi cette méfiance-là de dire à un moment donné, il est plus là, il n'a pas besoin d'avoir les informations stratégiques. Et en tant que cédant, c'est un peu différent l'accompagnement, puisque là, moi, ça faisait partie du package. Dans l'accompagnement, je devenais salarié du groupe qui nous rachetait puisque là, clairement, il voulait sécuriser la session. J'étais considéré ce qu'on appelle homme clé sur le métier. Et donc, pour assurer que la vente se fasse et de pas perdre de savoir-faire spécifique et de connaissances, bah, l'une des conditions dans la négociation, c'était que je devienne salarié du groupe. Donc, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est pas une expérience hyper fun. Parce que autant j'avais fait quelque part, c'était mon choix de vendre, donc pas de sujet. Mais du coup, quand tu reçois des consignes de ta hiérarchie, pour le coup, qui te demandent de faire des choses que délibérément tu n'as pas fait exprès parce que tu penses que c'est une erreur et que tu n'arrives pas à faire passer le message, tu as un peu l'impression de te trahir. Et l'équipe qui est la même, hein, tes collaborateurs à qui tu as dit pendant 10 ans, on fait pas ça pour telle et telle raison, là, il faut que tu ailles leur dire, on fait ça pour telle et telle raison. Et c'est super. Donc ça crée aussi un décalage. Donc j'ai vu les deux. Voilà, donc je pense que c'est en effet très difficile et que c'est un vrai sujet de préparation avant. Et je disais ce que j'ai expliqué à la fois dans les deux cas. En fait, la personne qui m'a racheté l'entreprise, pour moi, elle a fait une erreur. Elle ne s'est pas intéressée aux points forts de l'entreprise, dans le sens, qu'est-ce qui fait que l'entreprise fonctionne? Pas à combien sont les ratios de rentabilité, ça d'accord, elle l'a bien fait. Mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne dans l'état d'esprit de l'entreprise, dans ses procédures? Et finalement, elle a voulu, dès qu'elle est arrivée, changer toutes les procédures pour être conforme à ses standards. Et elle est venue détruire petit à petit tout ce qui faisait que l'entreprise fonctionnait bien, faisait de la marge, il y avait de l'engagement des salariés, en voulant standardiser des choses qui pourtant étaient les points forts de l'entreprise, son agilité et tout ça. Donc je trouve que c'est des sujets extrêmement compliqués. Je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment discuté en amont et discuté sous forme de quel est le besoin, en quoi j'ai besoin d'être accompagné au regard de mon parcours, de mon background, de tout ça. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, c'est vraiment lié à chacun, aux cédants, aux repreneurs. Pour en avoir discuté, il y a des cédants, quand ils ont cédé, du jour au lendemain, ils ne veulent plus en entendre parler. Donc c'est aussi un élément à entendre quand on est dans la négociation. Le cédant qui vend, il vend parfois et c'est déjà douloureux de vendre, il le fait, il choisit de le faire, mais c'est douloureux, il n'a pas envie de retourner dans l'entreprise. Donc je pense que c'est vraiment un élément de négociation et de discussion aussi de c'est quoi le besoin, pourquoi et comment. Absolument, et c'est un sujet on parlait des étapes qu'on peut aborder très tôt en fait, parce que c'est aussi clé pour le cédant, c'est dans ses choix, et pour le repreneur aussi, hein, mais c'est vraiment une partie clé du deal, il n'y a pas que la partie financière en effet.
Et vous parlez donc de changer des logiciels. Nous, ce qu'on dit souvent, alors là aussi, il n'y a pas de délai, enfin, il y a pas d'idéal, hein. Ça dépend vraiment, là aussi, c'est du cas par cas, mais en tout cas, on dit toujours de ne pas faire de changement immédiatement, prendre son temps, prendre le temps de connaître, de comprendre, voilà, euh, vraiment être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose et de vouloir aller trop vite parce qu'on pensait que. Et donc, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est vraiment important de prendre cette période d'observation avant toute chose au début de la reprise. Et pendant la préparation, on avait également évoqué comme élément clé la communication. On a parlé des salariés, etc., mais aussi par rapport aux clients. Peut-être que vous pouvez nous en parler. Bah, enfin, puis ça va faire le lien avec, je crois, ce que j'ai vu, ce que Fabrice évoquait dans le Mm. chat sur le réseau du cédant qui est un vrai actif. Absolument, c'est-à-dire que, en tout cas, moi, dans la reprise, le dirigeant, là où il m'a accompagné, c'est qu'il m'a présenté, alors pas à tous les clients parce que c'était impossible, mais à tous les clients importants, stratégiques, historiques, qui pouvaient être des leaders d'opinion, et on a pris le temps. Alors, ça prend pas. Dans le métier qu'on avait, ça prend pas 10 ans à faire, hein, c'est une rencontre, voilà. Mais il y a eu une présentation et il y a eu un courrier d'envoyé signé. Et c'est comme ça qu'on a voulu le faire, signé par les cédants. C'est les cédants qui ont informé les clients qu'il y avait un repreneur pour l'entreprise. C'est-à-dire que c'est les cédants qui ont choisi de présenter la reprise en disant nous avons choisi quelque part, et c'est comme ça que le courrier avait été rédigé, et ça leur allait très bien, nous avons choisi parmi un certain nombre de candidats ce repreneur-là pour telle et telle raison, on vous le présentera. Donc ça, c'est ce qui a été fait sur l'entreprise que j'ai repris, ça a bien fonctionné. Sur l'entreprise que j'ai vendue, ils ont fait un choix un peu différent. Il n'y a pas eu de présentation des clients puisque je restais dans l'entreprise, donc pour eux, il n'y avait pas de continuité jusqu'au moment où ils ont envoyé un courrier à tous les clients en disant que l'entreprise changeait de nom et le courrier était à l'entête de la nouvelle entreprise. Donc les clients ont reçu un courrier d'un logo qu'ils ne connaissaient pas pour leur dire que maintenant c'était ça l'entité. Il y a beaucoup de clients qui n'ont même pas lu le courrier. Et du coup, ça a déshumanisé complètement les relations qui avaient été tissées pendant 20 ans, des relations de proximité qui sont devenues des numéros. Et pour le coup, bah, ils ont perdu l'actif que représente le réseau des consultants de l'entreprise qui a été construit pendant des années. Donc pour moi, la préparation avec les clients de ce qui va se passer, ce qui potentiellement va changer, va pas changer, et donner de l'importance aux clients à ce moment-là, c'est le cœur du business. Ça me semble important dans un projet de reprise. Ce que je crois que je disais ça dans la préparation, un peu plus que la priorité qui avait été le J+1 de scanner tous les contrats d'assurance pour vérifier qu'ils étaient conformes avec ceux du groupe. Ça, c'était la priorité du groupe. Les clients, pas du tout. Et on parle de rencontres clients, j'ajoute quand même que, il n'y a pas que les clients, il y a aussi les fournisseurs potentiellement, les sous-traitants, certains prestataires. Là aussi, ça dépend de l'entité, mais c'est hyper important, en effet, de prendre le temps aussi de faire ces rencontres pour assurer une bonne continuité. Il n'y a pas que le côté client. Merci beaucoup à tous les deux. Du coup, est-ce que pour conclure, vous avez peut-être chacun on va dire des préconisations, des éléments importants. Donc, comme on vient de dire, déjà faire attention au niveau de la communication, que ce soit avec les salariés, mais aussi avec les clients. Est-ce que vous avez des éléments importants à souligner? Moi, côté cédant, je rajouterais parce que on a parlé de l'anticipation, mais il faut savoir que le temps de session peut être assez long, enfin la session peut être assez longue. Il peut y avoir des déceptions, dès qu'il y a une exclusivité, ben, si ça s'arrête, faut reprendre. Je crois que le pire scénario dans une session, c'est que le cédant se démotive, parce qu'après ça crée un cercle vicieux. Si les résultats baissent, ça va attirer moins de repreneurs, ça va être de plus en plus catastrophique. Donc il faut savoir que ça peut prendre potentiellement du temps. Potentiellement ça va aller très vite, hein, mais il faut vraiment se préparer en disant je ne sais pas si ça va être vendu, je ne change pas, en tout cas je continue de gérer ma société comme si de rien n'était. Bah, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Là aussi, ça dépend de la taille de la société, voire plus, hein. Donc, n'hésitez pas à poser la question aussi à des professionnels qui vous diront sur le cas. Mais voilà, il faut se dire que c'est quand même un petit périple. Il y a quelqu'un qui me disait lui, récemment aussi que il pensait pas que ça lui prendrait tant de temps, même s'il avait délégué pas mal de choses. Mais en fait, ça prend du temps, même si vous êtes bien entouré. C'est vous qui avez les connaissances, en fait. Donc, forcément, ça prend du temps. Donc, ça, il faut l'anticiper et voilà, ne pas être trop pressé.
j'allais aller sur le même chemin, la même piste. Et je vais faire l'analogie avec un webinaire où on parlait des levées de fonds, là, il y a quelques Mhm. semaines, il me semble, où on disait, je crois que c'est Tiffen qui disait, j'avais sous-estimé le temps que ça me demandait la levée de fonds en investissement personnel. Moi, clairement, j'ai sous-estimé le temps que ça me demandait en tant que cédant, les due diligence. J'ai passé, alors les due diligence, une fois qu'on était Oui, bien avancé, elles ont duré presque 3 mois. Ça a été 3 mois, le mot va paraître fort à certains, mais 3 mois d'enfer. Parce que au quotidien, tu as ton business à faire tourner, tes clients, ton équipe, ton machin, et tu as en plus, en l'occurrence, il y avait 3 cabinets d'avocats qui t'écrivent tous les jours pour te poser des questions et te demander des documents que tu as déjà transmis au cabinet d'avocats d'à côté, mais comme ils ne sont pas sur les mêmes sujets, et donc tu passes ton temps à fournir des documents, des copies de documents, et même parfois à essayer de comprendre la question qu'on te pose, quel sens elle a, parce que c'est une question que tu t'es jamais posée. Je peux prendre l'exemple, je crois que j'ai été traumatisé par cette question-là. Je l'avais dit dans la préparation, mais à un moment donné, j'ai un cabinet d'audit qui m'appelle pour sa liste de questions. J'avais envoyé des pièces. Et une des questions, la personne me dit, comment vous pilotez la trésorerie? Je comprends pas le sens de la question. Je ne vois pas où il veut aller, ce qu'il attend comme forme de réponse. On n'a pas une complexité financière avec des outils de pilotage. C'était une PME de 15 salariés, un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, pas un truc extrêmement compliqué. Et j'essaye de comprendre ce qu'il veut dans la question. Et il me dit, bah, il répète sa question, comment vous pilotez la trésorerie? J'ai dit, écoutez, je connais mes variations de cash flow mensuelles, je sais combien je dois facturer, combien je dois rentrer. Et bêtement, comment je pilote la trésorerie? Bah, tous les jours, je me connecte sur le compte en banque, moi ou l'assistante, pour regarder qui a payé, où est-ce qu'on en est. Et on essaye d'avoir 3 mois de trésorerie d'avance pour, en cas de coup dur, pouvoir faire face. Voilà. Aussi, c'était aussi dans la logique de dire, en cas de coup dur de l'un des dirigeants, l'entreprise peut tourner 3 mois, on a un peu de temps pour se retourner. Et la personne me répond au téléphone, je note que vous ne pilotez pas la trésorerie. Voilà. Et là, bêtement, je me suis dit, bah ok, je pilote pas la trésorerie, mais j'étais complètement désarçonné par cette question, alors que j'avais l'impression de gérer, nous avions l'impression de gérer, on est accompagné par un expert comptable, on connaît nos flux de trésorerie, on sait à peu près où on en est, on connaît nos échéances, enfin, et de dire que j'ai sous-estimé le temps que ça demandait et j'ai sous-estimé toutes les questions que pouvait se poser le repreneur à laquelle il aimait avoir des réponses avant. Et du coup, ça prend un temps, enfin, que j'ai trouvé énorme. Sur la vente. Et j'avoue que le dernier jour des due diligence, le 31 juillet, quand j'ai envoyé le dernier document, je savais que c'était la date, enfin, c'est la dernière question avec les due diligence, ça a été le 31 juillet. Ça a été un soulagement, indépendamment de savoir si la vente allait se faire ou pas se faire. C'est-à-dire que c'était bien engagé, mais en un moment. Et ça, c'est vraiment un temps. Si on veut rentrer dans le processus, il faut se dire qu'il va falloir y consacrer du temps. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais pas suffisamment fait. Et bah, du coup, en effet, comme le sous-entendait Marie-Laure, quand tu te consacres du temps à ça, bah, tu consacres pas de temps ou moins de temps à tes clients, à ton business, à ton marché, quoi. Et juste, est-ce que tu peux nous traduire ce que c'est due diligence pour ceux qui ne sont pas forcément aguerris au terme? Je pense que Marie-Laure le traduirait bien mieux que moi, parce que moi, je vais faire une simple. C'est l'audit, tout simplement. C'est les audits préparatifs à la session. Donc, ça peut être Mhm. audit. Là aussi, chaque repreneur, ça va dépendre. Il y a des audits qui vont être du coup financiers, juridiques, plus ou moins approfondis. Ça dépend vraiment. Nous, parfois, Sociaux. on reçoit des questions, parfois on en reçoit 150. Ça dépend vraiment. Il peut y avoir des audits opérationnels. Ça va dépendre là aussi comment est accompagné le repreneur. Du coup, j'ai vu qu'on avait des questions dans le chat. Il y a une question de Julien. Donc, qui s'adresse plutôt à Olivier a priori. Donc, tu évoquais tout à l'heure un co-associé lors de l'acquisition et une sortie par la suite. Est-ce que tu as un retour d'expérience sur ce sujet, des conseils, au-delà de la nécessité de faire un pacte d'associés? Euh, alors, sur l'entreprise que j'ai repris, l'associé qui est venu était minoritaire. Et on n'était pas dans une logique purement financière, puisque c'était mon associé dans l'autre entreprise et j'avais commencé avec lui comme apprenti. Donc il y avait plus un côté symbolique de dire c'est lui qui m'aidait à me lancer avec des actions minoritaires et avec une sortie qui était déjà envisagée à 3 ans. Donc c'était plus symbolique qu'autre chose.
en sachant qu'il n'a jamais, il n'est jamais intervenu dans l'entreprise. Évidemment, je le tenais au courant parce que en parallèle, on travaillait ensemble. Il savait ce qui s'y passait, mais il n'est jamais intervenu. Mais c'était, je pense, vraiment un cas particulier. On s'était protégé quand même avec un pacte d'associés, mais il était vraiment minoritaire et c'était plus symbolique qu'autre chose. Voilà. Par contre, sur l'autre entreprise que j'ai cédée, une partie de la vente a été réinvestie. Je suis devenu associé du groupe qui m'a racheté. Même si j'ai quitté le groupe, je suis toujours associé aujourd'hui à cause du pacte d'associés. Donc voilà, il y a avantage inconvénient du pacte d'associés. On connaît les conditions, c'est protecteur, mais il faut bien le lire. Du coup, on avait Fabrice également dans le chat qui partageait que par expérience, la réputation du cédant comme du cessionnaire était une notion à intégrer en amont. Et qu'il en était de même sur l'intuitive personae du cédant. Les collaborateurs, ils sont attachés, tout comme dans certains cas les clients. Donc, bah, ton image, par exemple, Olivier, où tu avais des clients et tu parlais également des salariés qui te suivaient, enfin avec qui tu échangeais bah, tout au long de ton activité et qui, du jour au lendemain, ne prenaient pas forcément certaines décisions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bah, vu qu'on est on n'est pas, enfin, ça reste jouable. Vous pouvez activer vos micros, vos caméras pour poser vos questions, ou sinon les poser dans le chat. Euh, ou moi, je vais lancer aussi la machine. J'avais une question sur les indicateurs clés, en fait, qu'un cédant doit améliorer pour augmenter, enfin peut, ou enfin essayer d'améliorer pour augmenter l'attractivité de son entreprise. Je sais que Marie-Laure, on avait évoqué les stocks à un moment donné. Enfin, Alors, les stocks, c'était plus dans une vision, parce que justement, en fait, il y a pas mal de méthodologies qui vont être basées principalement sur la rentabilité ou la génération de trésorerie, la capacité d'autofinancement de la société, et moins que des visions patrimoniales en disant, ben, on a telle chose et telle chose au sein de la société qui ont telle ou telle valeur. Beaucoup d'approches vont être basées sur ben, combien de cash va générer la boîte, combien elle va pouvoir rembourser si je prends un emprunt ou que je rachète la boîte. Et donc, ça va être vraiment c'est vraiment de la vision, je pense, prédominante au sein du marché. Et la question, elle est un peu différente si c'est un concurrent qui reprend, parce que on va pas regarder les mêmes choses. Là, je parle en général. Mais un concurrent va pas regarder les mêmes choses parce qu'il va regarder aussi ben, par rapport à lui, quelles vont être les conséquences, quelle synergie il peut y avoir. Enfin, ça va être aussi une autre façon de regarder et d'analyser la société. merci beaucoup. Du coup, est-ce que vous avez des questions parmi le public? Je regarde vite fait dans le chat. Comme je disais, n'hésitez pas à activer vos micros ou vos webcams. J'avais un petit rajout, moi souvent, enfin, je sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent céder ici, mais un retour qu'on me fait souvent, c'est que les entrepreneurs ont peu connaissance du fait qu'il y a beaucoup de repreneurs physiques et pas que des sociétés sur le marché. Il y en a beaucoup de repreneurs physiques, des personnes qui ont des apports assez conséquents et qui représentent quand même enfin, une bonne partie du marché en fait. Et donc, moi, je sais que ça étonne souvent les entrepreneurs en disant, ah oui, je pensais pas que ça pouvait être une typologie de repreneur. Ils s'imaginaient vraiment être repris par une société. Il faut savoir que c'est quand même courant. Oui, d'ailleurs, je sais que certains le mettent aussi carrément dans leur intitulé LinkedIn, Mm. recherche à reprendre une PME dans Mm. telle région ou tel secteur. C'est vrai que ça se fait de plus en plus également de ce point de vue-là. Euh, du Je crois coup, qu'il y a j'avais aussi... Fabrice. Oui, Ouais, alors c'était pas une question, c'était un point de vigilance important qui suit dans la tech. Il y a notamment la propriété du code et la qualité du code. C'est-à-dire que vous pouvez racheter ou dans le cadre d'une cession ou dans le cadre d'une reprise suite à une procédure collective, une activité où on va faire, je fais simple, hein, du e-commerce ou une place de marché, ce que vous voulez. Je pense il y a plusieurs choses à intégrer. C'est s'entourer de gens qui, s- qui connaissent bien l'architecture des solutions IT, ensuite la qualité du code
et surtout la propriété du code, à qui le code appartient effectivement, puisque il y a une notion de pays, de propriété intellectuelle. Faut pas oublier que c'est celui qui crée le code qui est propriétaire du code. Donc, si vous avez fait appel à une entreprise extérieure et que vous n'ayez pas forcément signé un contrat ou que le contrat ne prévoit pas cette notion de pays, vous allez aller au devant de difficultés très rapidement. Il en est de même pour l'architecture informatique de la solution. Et au-delà de tout, c'est la qualité du code qu'il convient de faire ou de tester, de s'assurer que ça a été codé de la bonne manière pour éviter toute difficulté. Parce que une société qui a un code défaillant, elle va s'arrêter très rapidement. J'ajouterais même, là, en plus de la qualité, la documentation liée au Bah, code. c'est ça, Ouais, ouais, c'est voilà. la même chose. Ouais, ouais, la documentation liée au code. Faire en sorte que demain vous changiez d'équipe de codeurs, vous changiez votre CTO, vous changez les gens qui ont développé le code ou une partie du code, ben, que les suivants puissent reprendre, comme vous avez repris l'affaire, ben, eux puissent reprendre le code et toujours être performants. C'est ce qui fait aussi la performance de la société, hein. C'est son code, la qualité du code. Pareil sur un site internet, voilà, tout ce qui va être SEO. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés qui se reprennent, qui sont dans la tech ou dans des solutions informatiques. Merci beaucoup, Fabrice. Si parmi vous, il y a également des personnes qui ont des retours d'expérience à partager, n'hésitez pas. C'est vrai qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, en tout cas, il y a quelques noms que je reconnais. Donc, partage d'expérience, c'est vraiment une richesse. Donc, si comme Fabrice, vous avez peut-être des points qu'on n'a pas abordés ou qui vous semblent importants, vous pourrez Et nous peut-être les prévoir, partager. Anne Oui. peut-être prévoir dans son business plan de repreneur un manager de transition, le temps justement d'éviter les problématiques qu'a pu rencontrer Olivier, où tu deviens finalement salarié de celui qui t'a repris, avec étant salarié, cette notion hiérarchique quand t'es le dirigeant de la société que t'as vendu, ben, elle n'existe plus. Tu passes de collaborateur à collègue de travail. Peut-être qu'un manager de transition va pouvoir faire le lien et, comme le disait Olivier, arriver en douceur, avec humilité, et pour éviter des difficultés gênantes vis-à-vis du cédant et étant de celui qui a racheté, donc le propriétaire et les collaborateurs. C'est vrai que ça fait partie aussi des personnes qui peuvent accompagner justement dans ce cadre-là d'acquisition-cession pour le coup les repreneurs et sur lesquels on peut s'appuyer et après bon faut juste trouver la bonne personne. Après c'est comme pour l'avocat, l'expert comptable, c'est voilà trouver vraiment les personnes en qui vous puissiez avoir confiance et sur lesquelles vous puissiez vous appuyer. Euh, Moi On j'avais parle aussi beaucoup des risques parce que l'objectif, c'est voilà, d'essayer de vous donner des billes et de prévenir si jamais vous voulez lancer en tant que cédant ou repreneur. Mais je vous rassure, il y a des sessions qui se passent très bien avec des ententes avec les repreneurs qui se passent super bien. Là, l'idée, c'est voilà, de mettre un peu, de faire passer certains messages par des garde-fous et si ça peut vous être utile. Mais il y a des sessions qui se passent très très bien. Après, Olivier, ton expérience, il y en a une qui s'est bien passée quand même. Enfin, Ah oui, oui, avec... mais, Oui, enfin, Oui. non, non, mais en tant qu'entrepreneur, ça s'est très bien passé. Et en tant que cédant, j'ai expliqué la difficulté. Je peux pas dire la vente s'est bien passée. Pas de sujet. Enfin, la vente a eu lieu. Si je me place en tant que cédant, le but c'était que la vente ait lieu, hein. La vente a eu lieu et on n'y a pas laissé de plume. Donc c'est plus à titre personnel que j'avais mal identifié certains éléments de l'impact. Mais sur le plan de la vente s'est faite et j'allais dire, elle s'est bien faite. Enfin, du coup, quand tu es cédant,
comment après tu peux plus facilement, on va dire, lâcher prise en fait après la vente de l'entreprise. Il y a peut-être des... Alors là, je pense que c'est tellement lié à l'histoire de chacun, l'histoire de l'entreprise, ton histoire de vie. Enfin, je veux dire, alors, ma conviction, c'est que quand tu es entrepreneur, tu restes entrepreneur. Donc, j'aurais tendance à dire, ce que tu as de mieux à faire si tu as envie de continuer à travailler, c'est de repartir sur quelque chose d'entrepreneurial assez vite et ça t'aidera à tourner la page. Si maintenant ton projet, c'est d'être dans d'autres types d'activités, ce qui était le cas de mon associé qui partait en retraite au moment de la vente, bon, bah, tu dois préparer ton activité parce que tu n'as pas l'habitude d'être sans activité, quoi. Mais ça dépend tellement de chacun, de l'état d'esprit dans lequel tu es. Là-dessus, je serais ouais, incapable de donner le moindre conseil à qui que ce soit. Enfin, je veux dire, je pense que c'est de réfléchir et de se dire, bon, on espère, si tu vends, qu'en plus va arriver un peu de trésorerie. Tu as aussi de réfléchir qu'est-ce que je vais faire de cette trésorerie en fonction de à quel moment de vie je suis. Enfin, tu as quand même des questions à te poser en tant que cédant à un moment. Avec Marie-Laure l'a évoqué, des questions fiscales à un moment donné par rapport à des durées de détention, par rapport. Enfin, il peut y avoir des vrais sujets à préparer avant, mais je pense que ça rend pas forcément les choses faciles. Mais si tu as décidé la cession, c'est beaucoup plus facile que si elle t'est imposée. C'est-à-dire que la session que tu as décidé, réfléchi, tu as eu le temps de cheminer, à mon avis, je parle de ma conviction, hein, tu as eu le temps de cheminer, de réfléchir, de te faire à l'idée que c'est inéluctable. Enfin, moi, je peux raconter comment s'est passé le choix de vendre. À l'origine, c'est un non-choix. C'est-à-dire qu'il était prévu que ce soit moi qui reprenne l'entreprise, les parts de mon associé. Et un jour, je lui ai dit, Yves, je ne vais pas reprendre les parts, l'entreprise, elle n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, je pense que c'est le moment de vendre. Moi, j'étais décidé, lui, beaucoup moins. D'accord? Donc, c'est aussi pour ça qu'il a fallu du temps. Et il m'a appris que 15 jours avant, il avait refusé la proposition d'un acquéreur potentiel, pour l'anecdote. Donc, c'est pour dire que, à partir du moment où tu l'as décidé, je pense que c'est beaucoup plus facile, tu as le temps de te faire à l'idée. Et je rencontre, parce qu'aujourd'hui, je m'interroge peut-être sur reprendre une autre entreprise, et quand je rencontre des cédants potentiels, quand je rencontre des cédants qui ne sont pas vendeurs, c'est-à-dire des gens qui disent, je ne suis pas à vendre, mais on peut discuter, je me dis, il n'est peut-être pas tout à fait prêt à vendre, et est-ce que j'ai envie de prendre le risque de perdre du temps sur un projet de quelqu'un qui n'est pas mûr sur le sujet? Voilà, c'est un vrai questionnement. Donc je ramène les choses sur le côté cédant en disant, bon, c'est peut-être une opportunité, mais je vois plus de risques qu'elle n'aboutisse pas ou qu'on prenne du temps. Et un cédant qui n'est pas prêt à vendre, de mon expérience, est un cédant qui va avoir tendance à surévaluer la valeur de son entreprise et que comme il n'est pas vraiment vendeur, il n'y aura pas beaucoup de marge de négociation. Il n'entendra pas tes arguments et dit, de toute façon, j'étais pas vendeur, c'est pas grave. Je partage tout à fait le constat. Nous, on ne fera jamais notamment de démarchage, par exemple, pour des cédants, pour leur proposer d'accompagner à une potentielle cession, leur proposer une valeur de cession, quoi que ce soit. C'est une décision qui doit venir du cédant, je trouve, pour être sûr que la cession se fasse. C'est important qu'il y ait ce cheminement en amont. Ça arrive parfois hein, que la proposition fait le larron, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même la probabilité que ça se fasse effectivement reste assez faible. Ok, merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne. Il nous reste 5 petites minutes. Si vous avez envie de partager des questions ou autour de vos expériences, n'hésitez pas. Je voulais vous remercier, en tout cas déjà tous les deux, donc Marie-Laure et Olivier, pour cette transparence, parce que c'est pas forcément tous les jours qu'on voit des partages où on voit les coulisses, on va dire, de ce qui se passe dans l'entreprise, même ce qui se passe pas forcément bien. Donc vraiment merci beaucoup pour ce temps et ces échanges. Et merci du coup à tous les participants pour vos questions et vos remarques. Hop, je suis en train de regarder. Hop, oui, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez également comment envie de rejoindre Et, l'association Rebondisseurs Français, c'est le moment. La petite page de publicité. Voilà, c'est une association d'entrepreneurs pour les entrepreneurs qui est un petit peu partout en France. Oui,
Laurence. Donc vraiment on prône le rebond, donc que ce soit par exemple par le rachat ou la vente de son entreprise ou par bon, différentes Et, manières, et, sur, comme une vraie valeur économique. Oui, Fabrice. et surtout, au sein de l'association, vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous aider, tant pour la session que pour la reprise. Des professionnels et des professionnels aguerris qui vous dispenseront, qui vous donneront des conseils de manière gratuite. Oui, et Donc, puis c'est surtout n'hésitez des pas vrais à vous partages abonner, d'expérience. Mm. Merci beaucoup. à vous abonner et à adhérer. Oui, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on reste entrepreneur dans l'âme, comme disait Olivier. Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai pas le prénom, désolée. Merci beaucoup. Hop, hop, du coup, Marie-Chantal. Merci beaucoup, Marie-Chantal, du coup. Si vous n'avez pas plus de questions, du coup, je vais faire mon Olivier, le timekeeper, et vous laisser retourner à vos activités. Et je vous souhaite à tous vraiment une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au Merci. revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir.